Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver encore dans cette émission. Donc au sommaire, aujourd'hui dans notre rubrique C'est Sport, nous allons parler encore du basketball, donc détail avec Jamie Waimo dans notre rubrique sport. Ensuite, nous parlerons de l'Iphigénie, donc ce bateau qui emmène pour la première fois les premiers bagnards en Nouvelle-Calédonie. On en parle avec Camille Monnier dans notre rubrique C'était hier. Et enfin, dans notre rubrique Job et éducation, nous parlerons de la codeuse. Alors, qu'est-ce que c'est? À qui elle va servir? Détail dans notre rubrique Job et éducation. Mais retrouvons tout de suite notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui le directeur de la Société calédonienne d'ornithologie, Fabrice Cuny. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on est là un peu pour parler du SCO. Alors, question simple. Qu'est-ce que ça veut dire SCO et quels sont vos objectifs? Pourquoi vous avez créé cette société? Alors, SCO, ça signifie Société calédonienne d'ornithologie. Et donc, c'est une association qui a été créée en 1965. Donc, l'année prochaine, en 2015, tout à fait, elle fêtera ses 50 ans. Donc, ça commence à être une dame d'un certain âge. Et cette association, donc, a pour objectif de protéger les oiseaux de Nouvelle-Calédonie. Pour cela, on a effectivement 3 grands axes. Le premier, c'est améliorer les connaissances sur les oiseaux. Le second, c'est de les protéger et protéger les espaces dans lesquels les oiseaux vivent. Et puis le troisième, c'est de communiquer, de sensibiliser, de former et d'impliquer le maximum de personnes pour atteindre ces objectifs de préservation et conserver ce patrimoine. Voilà pour les objectifs. Donc 23, si je ne me trompe pas, oiseaux endémiques à la Nouvelle-Calédonie, dont le fameux cagou. Donc est-ce que c'est conséquent pour un pays comme le nôtre? Alors effectivement, oui. Pour la Nouvelle-Calédonie, on a un taux, ce qu'on appelle un taux d'endémicité, donc d'oiseaux qu'on va trouver que sur le territoire, qui est relativement important, puisque si on fait un comparatif avec la France métropolitaine, en France métropolitaine, il y a simplement une espèce endémique. Donc du coup, vis-à-vis de la taille de la Nouvelle-Calédonie, on a effectivement une responsabilité par rapport à ces 24 espèces exactement d'oiseaux endémiques qui sont présents sur le territoire. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'objectif, c'est un peu la conservation du patrimoine naturel dans son milieu pour la protection de l'habitat justement des oiseaux. En quoi les oiseaux de la Nouvelle-Calédonie sont menacés ? Alors, il y a différentes menaces qui pèsent sur les oiseaux. Alors, je vais prendre d'abord les oiseaux marins. Pour les oiseaux marins, dont la plupart se reproduisent sur les îles et sur les îlots, un des problèmes majeurs, c'est la présence des rats qui sont sur ces îlots. Donc vis-à-vis de cela, on a mené une opération au niveau de l'association sur le secteur de Koumak en faisant une éradication, en supprimant les rats sur 6 îlots de manière à permettre la reproduction des oiseaux marins. Sur les oiseaux terrestres, les autres menaces qui pèsent, c'est généralement la disparition de l'habitat et aussi d'autres espèces envahissantes qui viennent perturber leur reproduction. Donc vous dites la disparition de l'habitat, ça veut dire que la présence humaine gagne sur la forêt? Alors c'est en particulier effectivement par rapport à la forêt. Si on reprend sur les 24 espèces endémiques, il y en a 18 qui sont liées à la forêt humide. Et la surface de la forêt humide de Nouvelle-Calédonie, il reste 22% de sa surface initiale. Et puis on a surtout l'impact important lié aux cerfs et aux cochons sur la qualité de la forêt, les questions aussi de feux de brousse qui viennent détruire. Effectivement, là c'est la période en ce moment. Tout à fait, qui vient malheureusement de démarrer. Et donc qui viennent détruire et qui viennent effectivement réduire la surface de forêt qui est disponible sur le territoire. D'accord. Alors quel genre d'activité vous faites par exemple sur le terrain? Alors sur le terrain, on mène différentes actions. Il y a des actions qui vont concerner les aspects de suivi par rapport aux oiseaux. Et donc dans ce cadre-là, on a lancé maintenant il y a 3 ans un programme de sciences participatives où on invite tout à chacun à se former pour reconnaître et identifier les oiseaux et à faire un suivi sur un carré de 2 km sur 2 avec une dizaine de points d'écoute chaque année. Et ce principe-là nous permet de faire un suivi de l'ensemble des différentes espèces. On réalise aussi des comptages sur les terriers des colonies de puffins, par exemple. On a aussi des parcours de suivi dans la chaîne en lien avec différentes tribus. Donc on a tout un travail de suivi pour voir quel est l'état de santé des populations d'oiseaux. Alors justement, vous parlez des tribus, vous devez avoir des relations avec les gens justement des tribus. C'est vous formez ces gens-là Comment ça se passe avec les gens des tribus? Alors avec les tribus, on travaille... Ils sont réceptifs souvent? Ils sont très réceptifs par rapport aux actions que l'on mène parce que ce que l'on développe aussi au sein de l'association, c'est
pas uniquement l'approche, on va dire, scientifique de l'oiseau, mais aussi sa dimension symbolique et patrimoniale. Et donc, du coup, il y a un attachement de la part des personnes, effectivement, en tribu, par rapport aux oiseaux qui sont présents. Et donc, sur le travail qu'on mène avec eux, c'est avec différentes tribus, aussi bien en province nord qu'en province sud. Donc, on travaille avec les tribus de Kwaré, de Windo, Wipin, Mia, Naketi, également aussi avec Bopop, Pombey, Tiwaé, Poy et Vieux-Touo. Donc, voilà, donc on travaille avec ces différentes tribus pour améliorer, je dirais, la qualité du milieu qui se trouve à proximité, donc sur le massif des Lèvres et sur le massif du Nakadado, qui sont deux secteurs qui ont été classés en zone importante pour la conservation des oiseaux. Alors, vous avez énuméré les différentes tribus, la province nord, la province sud. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier quand vous êtes allé sur le terrain par rapport aux oiseaux? Alors, il y a des éléments qui sont particuliers parce que chaque tribu a un contexte aussi qui peut être différent. Et donc en particulier, on a amorcé un travail avec les tribus qui sont sur le nord, donc sur le secteur de Touo, un travail justement de lutte contre le cerf et le cochon de manière à maintenir la qualité effectivement du milieu forestier. Et donc là, il y a tout un travail qui est mené en lien avec un projet européen et un soutien de BirdLife International sur ce travail-là de lutte. Sur le secteur du Nakadado, là c'est un travail plus de perspective de restauration forestière, donc en lien aussi avec les tribus, avec la mise en place future d'une pépinière et de reboisement sur certaines parcelles qui sont proches de la tribu. Alors, vous avez parlé de formation. Quel genre de formation? J'avais entendu donc, nos collègues de Wehari nous ont parlé d'une formation des oiseaux, du cri des oiseaux. Alors, comment ça se passe, ces formations-là? Alors, dans le cadre des formations donc, du suivi temporel des oiseaux terrestres, ça se déroule par 4 sessions de formation. Où on va commencer dans un premier temps surtout à identifier les champs. Parce que en forêt, on entend beaucoup plus souvent les oiseaux qu'on ne les voit. Et donc, du coup, le meilleur moyen de les reconnaître et les identifier, c'est par le chant. Donc, on fait tout un... C'est juste pour les identifier? C'est quoi le but vraiment de ces formations? Le but de ces formations, c'est de pouvoir effectivement identifier, mieux les connaître, et puis de pouvoir faire un suivi aussi des populations d'oiseaux. Et donc, du coup, c'est permettre à chacun, dans son quotidien ou dans son environnement de proximité, de pouvoir observer à quel moment tel oiseau va commencer sa reproduction, ou aussi également de savoir quel est effectivement un peu plus précisément son régime alimentaire, ou de voir si on a une évolution avec d'autres oiseaux qui arrivent, parce qu'en Calédonie, on a 13 espèces qui ont été introduites. Sur ces 13 espèces, il y en a 2 qui peuvent être un peu problématiques par rapport aux autres espèces d'oiseaux. Donc ça permet de voir un peu l'évolution de l'ensemble de ces différentes espèces par l'implication et la formation des gens à reconnaître, à identifier et à observer la nature. Et comment vous les suivez? Vous les baguez? Comment ça se passe? Alors, pour le suivi sur les oiseaux, on procède soit par des systèmes simplement de comptage, auditifs et visuels, et on vient d'amorcer récemment un système de bagage, en particulier pour un oiseau marin qui est la Sterne nereis, dont les populations sont à un peu moins de 200 couples sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, avec une population importante sur Kumak et une autre sur le phare Amédée où un suivi plus précis a été fait là au cours des 2 dernières années. Et donc du coup, on a commencé effectivement ce programme de bagage pour voir aussi si les oiseaux bougent entre le nord et le sud. Alors là, on a parlé des habitats, de leur protection. Est-ce que vous avez remarqué des maladies potentielles sur les oiseaux ou pas, ici en Nouvelle-Calédonie? Alors, concernant les aspects, on va dire, de santé ou de maladie, il y a une maladie, entre autres, qui touche les psittacidés, donc les perruches, donc, qui est une maladie qui vient d'Australie. Et par rapport à cette maladie-là, il y a une équipe de Nouvelle-Zélande qui vient et qui fait des prélèvements pour voir un peu quelle est son évolution. En même temps, la nature étant aussi des fois bien faite, les populations d'oiseaux composent aussi avec effectivement cette maladie qui est présente pour les perruches. Alors, on a 2 oiseaux qui nous tiennent à cœur ici en Nouvelle-Calédonie, c'est la perruche d'Ouvéa et aussi le cagou. Alors, comment se portent ces 2 oiseaux calédoniens? Alors, pour la perruche d'Ouvéa, c'est le travail important qui a été mené par l'association de sauvegarde pour la perruche d'Ouvéa, l'ASPO, qui est devenue depuis maintenant l'ASBO pour la biodiversité d'Ouvéa. Et donc là, il y a eu tout un travail qui a été mené, en particulier ce qui posait beaucoup de problèmes sur la perruche d'Ouvéa, c'était malheureusement ces prélèvements pour des collectionneurs. Donc c'est ça qui s'est effectivement arrêté. Et donc les populations de la perruche maintenant se maintiennent bien. Et aussi, autre élément particulier, c'est que sur l'île d'Ouvéa, pour l'instant, il n'y a pas de rat noir présent, ce qui est peut-être un des éléments qui explique que la perruche a pu se maintenir. Donc ce qui est important sur Ouvéa, c'est de maintenir un suivi et de maintenir ce qu'on appelle une biosécurité pour éviter l'arrivée, par exemple, du rat noir sur l'île en question. Alors, avant de parler de votre actualité, quelles sont, justement, il y a une démarche IBA. Donc la démarche IBA, qu'est-ce que c'est exactement? Ça a été financé par la communauté européenne. C'est ça. Donc je voulais savoir
qu'est-ce que c'était en fait? Alors la démarche IBA, donc ça veut dire Important Bird Area, c'est-à-dire en français zone importante pour la conservation de la nature. C'est une démarche qui a été impulsée par BirdLife International qui regroupe toutes les associations dans le monde qui s'occupent des oiseaux. Et donc ça a été impulsé pour identifier les zones qui sont importantes à conserver pour le maintien et la pérennité de la diversité des oiseaux. Donc cette démarche-là a été amorcée en 2004 et ça nous a permis d'identifier pour la Nouvelle-Calédonie 32 zones importantes pour la conservation des oiseaux. D'accord. Est-ce qu'il y a des formations avec les écoles? Alors, vous intervenez dans les écoles ou pas? On intervient ponctuellement des fois avec les écoles lorsqu'on a des enseignants qui nous sollicitent. Et en particulier, il y a eu un travail qui a été fait sur la Sterneris avec un collège sur Kumak qui a réalisé du coup des leurres, c'est-à-dire des petits oiseaux en plâtre, voilà, pour pouvoir effectivement les installer et inciter les sternes à se poser. Et un travail aussi qui a été mené avec une école de Nouméa sur le cagou, en matière effectivement de connaissances, également d'écoute matinale du cagou. Alors, quelle est l'actualité du SEO aujourd'hui? Je pense que vous avez emmené avec vous un CD. Oui, donc, est-ce que vous pouvez nous les présenter donc, à nos chers téléspectateurs? Donc, au niveau actualité, on vient de terminer au niveau de l'association un accueil justement des partenaires de BirdLife Pacifique. Donc, on était à peu près une vingtaine avec une dizaine de pays du Pacifique là pendant une semaine. Et puis aussi, du coup, en termes de nouveautés, on vient de réaliser un CD qui s'appelle À l'écoute de la forêt de Nouvelle-Calédonie. Et donc, ce CD reprend l'évolution de l'ambiance sonore de la forêt depuis le matin jusqu'au soir avec les différents oiseaux qu'on peut entendre. Et l'objectif, c'est que la vente de ce CD et les bénéfices puissent bénéficier au plan d'action de sauvegarde pour le cagou. Alors le CD est disponible où exactement? Où est-ce qu'on peut l'avoir? Alors le CD est disponible à la Société calédonienne d'ornithologie, dans le bureau, auprès du WWF aussi qui est partenaire sur ce projet. Et on va après voir pour le diffuser plus largement sur l'ensemble du territoire. Alors pour nos chers téléspectateurs qui souhaitent avoir des renseignements sur le SEO, est-ce qu'ils peuvent aller par exemple sur votre site ou un numéro de téléphone à donner? Donc ils peuvent aller effectivement sur le site ou sur la page Facebook qui est un peu plus actualisée que le site. Et sinon aussi nous contacter donc au 23 33 42 qui est le numéro de téléphone du local. Et nous sommes localisés au quartier latin à Nouméa, mais nous avons également aussi un bureau sur Vaud dans le nord et aussi une personne basée à Yengen avec l'association d'Ayubik. Donc 3 lieux possibles pour rencontrer l'équipe salariée et les bénévoles de l'association. Alors un dernier message pour terminer cet entretien aux Calédoniens. Un dernier message, de s'intéresser au maximum aux oiseaux parce que imaginez une forêt où il n'y aurait plus aucun son, plus aucun chant d'oiseaux, ça serait effectivement quelque chose de dramatique. Voilà, c'est sur ces mots qu'on se quitte. Merci Fabrice Cuny d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Donc salut Davina, tu viens nous présenter l'agenda du pays. Oui, salut Élise et bonjour à vous à la maison. On se lundi encore plein d'infos à te donner. Donc on va commencer tout de suite, on va aller du côté de Koné si tu veux bien. D'accord. À Koné, il y a toujours la possibilité de voir l'exposition L'Art et Passage. Donc cette exposition met à l'honneur les œuvres d'une vingtaine d'artistes de la province Nord. Donc plusieurs œuvres, notamment sur de la pierre à savon, de la sculpture sur bois, de l'aérographie. Enfin voilà, autant de belles choses à voir pour cette exposition. Donc si vous voulez la voir, il faut aller du côté du centre culturel Pomémie. C'est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. Attention, bien sûr, il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas aller le week-end et les jours fériés, c'est fermé. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. On reste toujours à Koné, on parle d'un concours. Oui, on parle d'un concours de court-métrage proposé dans le cadre du festival Coup de Ciné. Donc voilà, juste pour faire un petit rappel, parce que Chloé nous en avait déjà elle-même parlé dans sa chronique, donc moi je vous fais un petit rappel. Je vous rappelle notamment qu'il y a 3 contraintes à respecter si vous souhaitez proposer un court-métrage. Il faut notamment qu'il dure 7 minutes, les génériques compris, pardon. Il faut aussi qu'il y ait l'objet qu'on a imposé, en l'occurrence ça c'est une valise, et il y a aussi une scène imposée, donc cette scène c'est, il faut qu'on voit quelqu'un qui ramasse un déchet par terre et qui a l'intention de le mettre à la poubelle, donc ça il faut absolument qu'il y ait dans votre court-métrage. Voilà, donc vous pouvez obtenir le règlement et la marche à suivre pour ce concours sur l'adresse qui suit, donc couteciné.weebly.com/concours-2014.html. Donc voilà, vous avez jusqu'au 15 novembre pour concourir.
Voilà, donc ensuite on parle d'une formation plutôt BAFA, surveillance des baignades à Pointe-Limay. Oui, tout à fait. Voilà, la formation qualification brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur pour l'option surveillant de baignade était initialement prévue du 5 au 12 novembre. Elle a été repoussée pour la période allant du 10 au 17 décembre, pardon. Toujours sur Pointe-Limay, toutes ces informations, vous pouvez les obtenir, ainsi que la fiche d'inscription sur le site de www.poalawaro.nc, et la clôture des inscriptions, c'est le 14 novembre. Voilà. Et ensuite, direction l'île d'Iaï pour donc un message à la population, c'est ça, hein? C'est ça, Élise. La population de l'île. Tout à fait. On parle là de lutter contre les épidémies transmises par les moustiques. Et dans ce cadre, la mairie d'Ouvéa rappelle à tous les habitants la nécessité de vider tout ce qui peut contenir de l'eau, les pneus. Il faut vider les dessous de pot. Il faut ramasser vraiment tout ce qui peut contenir les gîtes larvaires, et puis aussi vérifier les gouttières qu'on a au-dessus des maisons. Il faut les vider, il faut éviter de garder et de transmettre les virus. On rappelle quand même que chaque année, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont touchées par la dengue, par le chikungunya et tout. Ouais. Donc voilà. Ok, on reste dans les illoyautés donc pour l'information. Donc ici, on va à Lifou. Hein. Oui, on va à Lifou, Élise, et on parle du festival Akawan Wenekuka qui devient cette année le Festaway. D'accord, pourquoi ? On va dire que c'est un petit clin d'œil du comité. C'est nouveau, ça. Oui, cette année, ils ont décidé de faire donner un petit surnom au festival. Ils font par cette occasion un petit clin d'œil aux jeunes de l'île qui ont l'habitude de donner des surnoms entre eux. Ils ont donné des surnoms à leur tribu, à leur district. Ils ont voulu faire pareil. Ils ont décidé de le baptiser cette année Festaway, Fest pour festival, A pour Akawan et puis oui pour Wenekuka. Wenekuka, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année ? Rien, Ellie, c'est juste le nom. Ils ont décidé cette année que ça allait s'appeler le Festaway. Donc voilà, ça se passera le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 du côté de la tribu de Roger. Au programme bien sûr des danses avec des gens de l'île, mais il y aura aussi un groupe de danse de Togo et un groupe de danse tahitien. Il y aura aussi des contes donnés par des conteurs de l'île, et puis des visites et de la musique. Il y a une sacrée brochette d'artistes. Bien sûr. Hein. Tout à fait, toujours. Hein. Tu as des noms de groupes là Oui, je sais qu'il y aura notamment Gayoulaz, Asedjika, Edu, le groupe Kalangala, il y aura Boagan, et puis il y aura aussi un groupe invité du Vanuatu. Alors ça s'appelle Stan and the Hurt Force qui viennent Voilà, donc un événement à ne pas manquer si vous êtes sur Lifou. Et ça se passera, je vous le rappelle, le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 novembre. Quant à nous, on termine avec le Gypsy Jazz Festival qui aura lieu ce mois-ci. Oui, Élise, alors on parle, comme tu le disais, du Gypsy Jazz Festival. Il aura lieu du 19 au 22 novembre. Et cette année, donc, c'est la 12e édition de ce festival. Il y aura notamment comme invité Richard Bonnat, ou en tout cas, ce sont des stars du jazz. Hein. Voilà, ici ils honoreront le pays, ils s'arrêteront aussi à Lifou et à Koné pour des représentations. Et puis ils seront du côté du centre culturel Chibaou le 22 novembre pour le grand final du festival. Si vous souhaitez avoir de votre côté des informations, vous pouvez appeler donc le centre culturel Chibaou au 41 45 45. Voilà, un petit programme pour les jours qui viennent. Voilà, beaucoup de rendez-vous à ne pas manquer. Merci Davina, on te retrouve demain pour l'agenda. C'est ça, Élise, à demain. Au revoir tout le monde. Allez, on retrouve notre ami Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, donc aujourd'hui on va parler des entraîneurs, donc du rôle qu'ils jouent dans la préparation d'un athlète. Bonjour Élisée, bonjour le pays rassuré et confiant. C'est dans cet état d'esprit que la trentaine d'entraîneurs ont quitté le colloque des entraîneurs qui s'est déroulé du 13 au 15 octobre dernier dans les locaux du CIS. Être entraîneur, c'est être dans la joie permanente de résoudre des situations nouvelles donc avec ses athlètes. En l'état, c'est le message qui a été porté par les différents intervenants tels que Antoine Camboiré, entraîneur du RC Lens, Claude Onesta, entraîneur des experts, donc la belle génération française qui a marqué le handball mondial,
mais également Claude Fauquet, consultant en sport de haut niveau, ou encore François Bigrel, auteur de plusieurs ouvrages sur la performance sportive. Alors un message a été lancé, mais quel est le rôle, donc question simple, quel est le rôle d'un entraîneur? Alors Elise, un entraîneur déjà c'est quoi? Un entraîneur c'est avant tout un technicien, c'est un spécialiste et c'est aussi un conseiller. Il doit accompagner l'athlète dans son épanouissement sportif avec ses savoirs mais également ses savoir-faire. Il conseille le sportif sur la méthode qu'il doit adopter pour être performant. Voilà, il corrige, il fait des réajustements toujours pour atteindre les objectifs fixés. En gros, c'est le rôle d'un entraîneur, je dirais, de manière générale. Et en règle générale, un entraîneur, c'est une personne qui a donc eu un parcours sportif assez complet. En effet, un entraîneur, c'est une personne qui a eu une grande carrière sportive et se reconvertir en entraîneur, c'est le chemin emprunté par des athlètes qui arrivent en fin de carrière. Pour la plupart, simplement par passion, par désir de ne jamais quitter le terrain. On peut citer l'exemple de Zinedine Zidane, entraîneur au Real de Madrid. Mais la plupart des entraîneurs reconvertis, pour eux, entraîner, c'est transmettre leur expérience et leur savoir aux futurs champions de demain. Alors justement, il a donc le véritable casse-tête pour les entraîneurs, celui de trouver un équilibre. Oui, voilà, parce que le sport, c'est une science qui requiert un savoir-faire, une certaine approche avec des athlètes qui doivent mettre leurs qualités techniques au service de ses camarades. Donc pour créer ce qu'on appelle une équipe, le rôle de l'entraîneur, c'est de pouvoir créer un groupe solidaire avec, tout en prenant compte, des qualités de chacun et les mettre au service de l'équipe. Donc pour créer ce qu'on appelle une équipe, et ici c'est une sélection, c'est ce que fait actuellement Christophe et Jean-Baptiste, deux entraîneurs, deux anciens joueurs de basket qui essaient de monter la sélection calédonienne des moins de 19 ans, donc de basketball, qui disputera les prochains Océania qui se dérouleront sur Fidji. Tout de suite, sans plus tarder, direction le terrain à la rencontre de ces deux techniciens du panier. Les enjeux pour ces Océania de cette année. Donc les Océania se passent à Fidji et FIBA Océania en fait propose aux gens de l'Océanie en fait de pouvoir participer à une qualification du championnat du monde. Donc si on remporte ces Océania, on risque de partir l'année prochaine pour les championnats du monde. Aujourd'hui, le groupe de la sélection de Nouvelle-Calédonie des moins de 19 ans de basketball est un groupe à l'heure d'aujourd'hui qui a été un peu étoffé. On était sur une vingtaine de jeunes joueurs de basket sur l'ensemble de la Calédonie. Là, on passe à une douzaine de joueurs qui nous restent. Et au fur et à mesure, on fait de l'élimination parce qu'il faut qu'on parte sur des Océanias prévus pour cette année avec 10 joueurs. Et on prend les 10 meilleurs qui participent aux entraînements régulièrement et qui sont aptes à être des joueurs efficaces pour cette compétition qui aura lieu au mois de décembre. La moyenne d'âge est de 17 ans, 17-18 ans. Normalement, les Océaniens des moins de 19 ans, c'est des joueurs qui ont moins de 19 ans ou qui vont avoir 19 ans dans le courant de l'année. Sauf que la fédération de basketball, surtout australienne, a décidé de changer un peu les règles car il prévoit que les moins de 19 ans fassent les championnats du monde prévus l'année prochaine, en 2015. Et on a été obligé de prendre des joueurs beaucoup plus jeunes pour que si, admettons, on réussisse à passer à la première place, on puisse participer au championnat du monde. Il faut que nos joueurs aient 19 ans pour l'année prochaine au championnat du monde. Alors on a été obligé de prendre des joueurs beaucoup plus jeunes, mais qui sont tout aussi efficaces et qui aiment ce qu'ils font. On est en pleine période de préparation, on est à la recherche encore des éléments, on a beaucoup de joueurs qui sont encore sur la découverte du basket. Je vous dis qu'il y a des jeunes, il y en a un qui est le plus jeune qui a 16 ans. Et lui, il a commencé le basket récemment, sauf qu'il a un talent et il faut qu'il apprenne, Et il y en a d'autres, par contre, au niveau cohésion, qui doivent travailler encore. Et le fait qu'on soit regroupé sur le CIS, ça permet justement de trouver une cohésion et de permettre à ces joueurs-là de trouver une efficacité sur le terrain, tout en étant une équipe à part entière.
Hein. On part sur des bases de basket, c'est-à-dire du programme physique généralisé, avec beaucoup d'appui, beaucoup de travail d'appui, beaucoup de travail de vision, de jeu, chose qui n'est pas évident à leur âge. Beaucoup de travail technique, hein, de shoot, de défense surtout. Et lui est parti là-bas, faire écran. Si je pars ici, encore pour faire écran, lui là, il a tout le champ pour aller et je flotte pas. Le principal objectif qu'on a eu pour cette année, d'une, c'est la cohésion, mais surtout c'est la défense. Donc on mise tout sur tout ce qui est défense, aide défensive, rotation, tout ce qui est individuel, zone, etc. Bon, plus spécifique au basket. La Calédonie est réputée une équipe avec beaucoup de défense. Et c'est grâce à ça qu'on arrive toujours au niveau du Pacifique, les premiers du Pacifique. Mais après, au niveau zone Océanie, on a la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui ont un temps au-dessus. Mais la Calédonie est toujours proche de faire quelque chose d'exceptionnel, surtout face à la Nouvelle-Zélande. Et voilà, le travail est surtout basé sur de la défense et tout ce qui est renforcement musculaire pour être solide en défense. On ne les prend pas au hasard non plus, donc on essaye, c'est vrai, de les prendre avec une certaine base et certains fondamentaux qu'ils ont déjà dans les clubs, donc des clubs formateurs, etc. Mais c'est vrai qu'on peut leur amener un plus, on peut leur amener cette expérience qu'on a eue sur différents Océania. Donc ça fait maintenant la 4e sélection qu'on essaye d'entraîner. Bon, après, on ne dit pas qu'on fait les meilleurs joueurs, mais on peut faire un bon groupe en fait. Ce n'est pas avec les meilleurs joueurs qu'on fait la meilleure sélection, c'est avec cette cohésion qu'on peut avoir, même si ils sont forts dans certaines, dans la défense ou dans l'attaque, on peut faire un vrai groupe et on peut prétendre à aller au moins en quart ou voire en demi-finale pour ces Océaniens. Ce n'est pas le premier regroupement qu'on fait sur l'année, hein. Là c'est le 3e. On rentre plus maintenant dans la perspective basketball, on rentre plus dans du spécifique basketball et la cohésion est déjà entamée, hein. Il y a un bon esprit qui est en train de se réaliser. Le groupe vit bien et justement c'est une expérience pour eux, hein. C'est le fait d'accepter différents clubs, de joueurs de différents clubs qui se rencontrent face à face dans les championnats de Nouvelle-Calédonie. Et c'est très bien pour eux, hein. Ça leur apporte de la maturité et ça leur donne le droit de trouver du fair play, de trouver de la bonne cohésion, beaucoup d'amis entre eux et voilà, c'est une confiance. Et oui, c'est nécessaire de trouver ces moments de bien-être entre joueurs pour pouvoir aller loin dans une compétition. Ils viennent, ils s'amusent, ils s'éclatent, ils prennent plaisir, ils rendent l'utile à l'agréable et ils ont toujours cette capacité de s'amuser en se faisant mal, mais ils apprécient et c'est l'une des qualités aussi de la Calédonie qui est souvent remarquée pendant les Océaniens. Là, c'est vrai qu'on a un groupe qui est un groupe très, très, très soudé et très combatif. Ils ont envie d'apprendre. C'est sûr que j'y crois à fond d'être au moins dans le carré final. Ça sera dur de battre la Nouvelle-Zélande et encore plus l'Australie. Je pense qu'on peut arriver à titiller la Nouvelle-Zélande et pourquoi pas arriver en finale contre l'Australie. Ça sera dur, mais sur un match, tout est possible. C'est tout ce qu'on souhaite, c'est terminer première. On le peut, hein, vous savez. C'est comme au niveau européen avec les États-Unis. Les Européens à l'heure d'aujourd'hui maintenant équivaut à la NBA. Ici en Calédonie, la Calédonie est toujours proche de pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel, surtout auprès de la Nouvelle-Zélande, hein. Des fois on perd de 1 ou 2 points contre la Nouvelle-Zélande. C'est une histoire de concrétiser certaines façons de travailler, c'est tout. Et par contre l'Australie, elle va toujours dominer, mais on ne sait jamais. Il suffit qu'il arrive n'importe quoi. Le basket, c'est tant que le match n'a pas été sifflé pour la fin, on peut toujours gagner. Et ça serait exceptionnel. Et
on y croit. Nous, on voit loin quand même. Voilà, on ne sait jamais, sachant que le scénario d'un match ne s'écrit jamais avant le match. Donc la sélection qui prépare les prochains Océaniens, je le rappelle, qui se dérouleront sur Fidji du 27 novembre au 6 décembre prochain, sachant que le vainqueur aura le droit de participer aux championnats du monde donc, qui se dérouleront l'an prochain. Et si la Calédonie justement se qualifie et remporte ces Océania, les championnats du monde, ce sera un niveau que l'on n'a pas l'habitude de côtoyer. En effet, Elise, c'est un niveau, je dirais que c'est un monde qui est encore inconnu et qui cherche à être exploré. Donc ces championnats du monde, c'est le haut niveau, c'est la crème du basket mondial qui se retrouve donc pour conquérir le titre suprême. Et comment atteindre le haut niveau? Quel chemin faut-il entreprendre pour fournir des sportifs de haut niveau? C'est une problématique auxquelles sont confrontés nos techniciens locaux, que ce soit dans le basket, mais également dans le football, le volleyball, dans toutes les disciplines sportives. Et c'est l'un des thèmes qui a été évoqué durant le colloque des entraîneurs qui s'est déroulé au CIS de Koutio, qui est le Centre international sport et expertise. Donc plusieurs idées ont été proposées pour que le sport local atteigne le niveau d'excellence. Mais c'est vrai que, pour répondre à tes questions, le haut niveau, ce serait une grande première pour la Nouvelle-Calédonie de participer à des championnats du monde. Aucune discipline collective n'a encore eu le privilège de pouvoir participer à ces championnats du monde. Toujours c'est vrai qu'on domine au niveau du Pacifique, mais après au niveau de l'Océanie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui restent quand même les deux ténors du sport ici de la région Océanie. Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'excellence. Ça passe par quoi? Alors déjà par la progression, tout simplement, par une évolution des performances et des résultats. Si le résultat n'est pas là, c'est que le niveau n'y est pas non plus. Il n'y a pas de secret. Donc pour faire évoluer le niveau, certaines disciplines n'hésitent pas à organiser des rencontres avec des pays étrangers. Donc toujours l'échange, donc des rencontres qui leur permettront aux entraîneurs, aux techniciens de pouvoir corriger et de pouvoir prendre des notes, comme on dit dans le jargon du sport, et voir ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait faire et trouver des solutions, toujours pour évoluer, pour qu'il y ait un bon développement de la discipline ici en Nouvelle-Calédonie, du sport ici en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, les échanges, et encore les échanges, c'est toujours la source de progression dans le sport, mais dans d'autres domaines, bien entendu. Et s'il y a, on va dire, un peu de complicité entre joueurs et entraîneurs, ce serait encore meilleur. Voilà, si l'entraîneur dispose de bonnes connaissances et si le joueur s'épanouit physiquement et mentalement, cela rejaillirait sur le terrain, il n'y a pas de secret. C'est ce qu'on voit un peu comme Usain Bolt et son entraîneur, on voit qu'il y a une très bonne complicité et le gars présente plus ses exploits. Mais c'est vrai que la complicité aussi, au-delà du travail et des exercices physiques et techniques que le joueur doit entreprendre avec l'entraîneur, la complicité joue un rôle important. S'il y a la complicité, le feeling passe bien et au niveau relationnel, je veux dire, le joueur, l'athlète sur le terrain, il est protégé parce qu'il sait que derrière, il y a son entraîneur. Alors une question, les entraîneurs, donc on va dire, apprennent, tout à l'heure tu le disais, pendant les rencontres, mais est-ce qu'il y a des formations à l'extérieur par exemple? En effet, il y a des formations qui sont proposées, surtout ici en Nouvelle-Calédonie, des formations organisées par le CTOS. D'ailleurs, durant la deuxième semaine de vacances d'octobre, juste après le colloque des entraîneurs, un stage de formation pour le diplôme de BPGEPS, anciennement appelé BE1, donc brevet d'état premier niveau, a été mis en place pour les entraîneurs de football. Et là, c'est la personne de M. Didier Chambaran, l'ancien sélectionneur de l'équipe de football de Nouvelle-Calédonie, qui a gagné les Jeux du Pacifique à Apia. Donc du coup, ils ont proposé une formation pour que les entraîneurs, mais également les joueurs, puissent, je dirais, se mettre à la page au niveau de ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, en Australie et dans le monde. Donc ce sont des formations qui sont proposées pour certains, pour des personnes qui n'ont pas encore le diplôme. Mais c'est aussi du recyclage pour des entraîneurs qui sont déjà sur les terrains de Super League. C'est vrai que les règles, des fois, évoluent. Les règles évoluent. Le sport, il n'est pas figé. Les règles évoluent, les systèmes de jeu évoluent et ça change à une vitesse considérable qu'on est tout le temps, on est obligé, je veux dire, de mettre en place ce genre de formation. Puis il y a
des mariages, par exemple, pour comme qu'on soit à le la page. golf et tout. Donc, Et de quand tu as des nouvelles règles. disciplines qui arrivent, Voilà. comme le foot golf ou le genre qui-ball, c'est vrai que tu vois que le sport échange et que les règles, tu es obligé, en tant qu'entraîneur, en tant que technicien, de te mettre à la page. Je me souviens de l'épisode entre M. Gourcuff, l'entraîneur de Lorient en football, c'est qui a fait un peu le buzz sur le net l'an dernier, l'entraîneur de Lorient, M. Gourcuff, et Laurent Blanc. Il y avait eu un petit litige entre ces deux entraîneurs. Gourcuff qui, lui, je dirait que c'est le vieux de la vieille, avec un système de jeu, et qui a mis en place un système de jeu et sa façon d'entraîner, je dirais qui, on va dire, pas obsolète, mais qui ne correspondait plus au système de jeu actuel. Donc lui, il critiquait un peu la façon de travailler à Laurent Blanc. Et Laurent Blanc il a sorti une phrase qui a fermé le débat. Il disait oui, mais entraîneur il y a 10 ans, c'est plus entraîneur aujourd'hui. C'est vrai. Donc au lieu de critiquer, il ferait mieux de se recycler, tout simplement. C'est pour dire que le football évolue, le volleyball, le basketball, tous les sports évoluent et qu'en tant qu'entraîneur, en tant que technicien, ils doivent se mettre à la plage, d'où le passage nécessaire durant les séances de recyclage. Mais en tout cas, sans eux, en tout cas, on va leur peut pas avoir souhaiter de sport- bon de courage sportifs. parce que quand une équipe perd, ce sont les premiers visés les entraîneurs. Voilà, c'est vrai que tu fais bien de rappeler. Ce sont les premiers visés. Mais par contre, quand l'équipe gagne, on Par félicite contre, les joueurs. on félicite les joueurs, c'est tout. Surtout qu'ici, nos entraîneurs, ce sont des bénévoles. Donc, Voilà. rappelez quand même tout le travail qui est effectué en amont. Plein de sacrifices, beaucoup d'heures consacrées, plus pour le sport et pas beaucoup pour la famille. Mais bon, quand la passion l'emporte, on ne peut rien y faire. Donc voilà, merci. Merci Jamie. Merci Élise et puis bon courage encore aux techniciens et merci à tous. Allez, on retrouve tout de suite Marie-Hélène pour notre rubrique Job et Éducation. Alors bonjour Marie-Hélène, il existe une profession encore peu connue sur le territoire, sauf des personnes sourdes et malentendantes. Je veux parler du métier de codeuse. Alors de quelle activité professionnelle s'agit-il ? Alors bonjour Élise et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui on va parler effectivement de ce métier-là parce que grâce à ces codeurs ou codeuses, les personnes sourdes et malentendantes en fait, elles réussissent à entendre et à voir en fait un message, le message oral qui leur est transmis grâce en fait à un code. Alors, tu parles justement d'un code. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, il s'agit d'un code manuel syllabique. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les mots sont découpés syllabe par syllabe. Et donc, si tu veux, ce code-là, il se traduit par des gestes qui sont donc réalisés par la codeuse pour transmettre en fait le message à la personne sourde ou malentendante. Et il y a également, en plus des gestes, d'autres techniques qui sont utilisées, les expressions du visage, le regard, et puis il y a également, si tu veux, la lecture sur les lèvres. Mais comment c'est possible ça ? En fait, voilà, c'est une technique en fait, que l'on apprend. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être formé et que la personne qui est dite codeuse, elle maîtrise, si tu veux, cette technique pour pouvoir communiquer avec les personnes sourdes et malentendantes. Alors, à t'entendre, c'est très surprenant comme technique. Alors, qui a inventé en fait ? Qui l'a inventé cette technique ? En fait, c'est un docteur qui l'a inventé. Ce docteur s'appelle Orin Cornet. Orin Cornet. C'est un physicien américain. Voilà, il a donc inventé cette technique qui s'appelle le quad speech. Et puis, en 1967. Et puis, si tu veux, ce quad speech est arrivé en France dans les années 70, en 1977 exactement. Et de là, si tu veux, a été adaptée une version française qu'on appelle justement la langue parlée complétée, dit code LPC. Alors cette langue, si on peut dire, existe dans d'autres pays ? Oui, exactement Élise, parce que figure-toi que le quad speech, il est adapté en 56 langues. Je vais te donner quelques exemples. Oui, c'est énorme. Il est adapté donc en anglais, en espagnol, quoi d'autre encore, en chinois, en portugais et en portugais brésilien aussi, s'il vous plaît. Et puis également en russe, Élise. Ça ne doit pas être facile pour ceux qui ont suivi cette formation pour être codeur ou codeuse. Je te rassure, ils n'apprennent pas toutes les langues. Ils apprennent la langue pour laquelle…
Et ce codeur, Tu vois, justement, travaille qu'avec les personnes sourdes et malentendantes? en fait, oui, figure-toi, parce que c'est vraiment une technique qui permet donc à la personne sourde et malentendante en fait de comprendre et de visualiser en fait le message. Donc ça, c'est vraiment important, la notion de visualisation, parce que grâce aux techniques qui sont utilisées, voilà, la personne en fait, elle visualise carrément le mot. D'accord. C'est quand même assez novateur, on va dire, dans ce sens-là. Alors, est-ce que le codeur ou la codeuse accompagne l'enfant scolarisé dans la classe? Eh bien oui, figure-toi, Élise, le codeur ou la codeuse, en fait, fait de l'accompagnement scolaire. Donc d'ailleurs, c'est ce qui est déjà fait à Nouméa. Par exemple, il y a des accompagnements qui sont proposés pour des collégiens. Donc la codeuse, en fait, elle intervient dans la classe, aux côtés de l'élève. Elle est assise, en fait, en face de l'élève et elle traduit le message du prof. Et elle s'assure aussi que l'enfant sourd ou malentendant a bien compris le message. Et elle peut être présente pour certaines matières, par exemple le français et puis l'histoire. Et il n'y a pas que les enfants? Eh bien pas oui, que les scolarisés. Exactement, Élise, tu fais bien de le préciser, puisque les codeurs, en fait, ils interviennent aussi auprès des adultes pour les accompagner, par exemple, chez le médecin ou pour leur temps de loisirs. Et puis, ils interviennent même auprès des plus jeunes. À partir de 2 ans, on peut faire appel à un codeur ou à une codeuse. Et puis, le professionnel est présent pour lire des histoires à l'enfant. Comme des accompagnatrices de vie, des auxiliaires de vie, quoi. Eh bien, disons qu'effectivement, au niveau du service, ça y ressemble. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, justement, j'ai envie de savoir comment ça se passe exactement. Cette méthode me semble assez curieuse. Je pense que les téléspectateurs aussi se posent la même question. Oui, ils sont comme toi, Ellie, je suis sûre, très curieux de découvrir comment se passe cette histoire de langue parlée complétée. Alors, moi, je te propose, Élise, qu'on aille à Nouville, parce que figure-toi qu'Alexandre Sigura y est allé pour nous. Il a assisté justement à une séance. Oui, à une séance découverte. Donc, on regarde tout de suite son reportage. Aujourd'hui, nous sommes au Point du Beach à l'occasion du premier brunch LPC organisé par l'Association pour la surdité. C'est une rencontre qui a pour but de former, d'échanger et de promouvoir le code LPC avec les parents et les professionnels de la surdité. Donc, le code LPC, c'est un outil qui permet la réception du message oral. Donc, c'est un outil qui est basé sur la lecture labiale et un code manuel qu'on fait près du visage qui est phonétique avec 5 positions pour distinguer les voyelles et 8 configurations pour faire les consonnes avec la main. Donc l'objectif des ateliers d'aujourd'hui, c'est avant tout de se faire rencontrer les parents et les professionnels dans le but de les informer sur la surdité et le code LPC, de les former aussi pour qu'ils puissent utiliser le code LPC au quotidien, que ce soit dans la famille ou à l'école ou dans d'autres cadres. Et enfin, le troisième objectif, c'est de promouvoir le code LPC. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on organise ce type d'événement, on choisit un lieu public différent pour que les gens puissent voir aussi ce qu'on fait, viennent nous poser des questions, etc. Le LPC, langue parlée complétée, comme je dis toujours aux gens, il faut bien faire la coupure à langue parlée, point on s'arrête, et complétée. C'est pas une langue, c'est la langue que l'on parle, que l'on va compléter avec des gestes. Donc souvent les gens font l'amalgame entre « ah bah oui c'est des signes que vous faites avec votre main, donc vous faites de la langue des signes ». Absolument pas, la langue des signes c'est vraiment une langue à part entière. C'est une grammaire, un vocabulaire et en plus ça se fait sur un mode gestuel. Ça n'a rien à voir avec le français. Le LPC c'est un code. Donc, il faut bien préciser, c'est un code, c'est pas une langue, c'est du français que vous allez simplement retranscrire visuellement. Donc les filles vous ont expliqué le métier. Concrètement de quoi il s'agit, on complète donc les syllabes en fait, au lieu, comme l'enfant ne les entend pas, on les retranscrit avec la main. Nous l'objectif à l'association c'est justement de mettre des professionnels à disposition des enfants pour l'apprentissage du français. Parce que les filles vous ont expliqué que le code LPC sert essentiellement donc, pour les sourds à communiquer en français. Prendre aussi celui-là parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir des petits moyens mémotechniques pour retenir les voyelles. C'est celui qu'on utilise avec les enfants en particulier, mais ça peut aussi vous aider. Je pense qu'on peut essayer de le faire comme ça aussi. Après, je vous présente différentes techniques. C'est vraiment à vous de voir
dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise en fait, pour retenir les voyelles. Soit vous pouvez essayer de retenir un mot où il y a les voyelles dedans, soit simplement de les retenir comme ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour des voyelles d'abord tous ensemble. On va essayer de répéter. Et puis après, on reprendra en associant un mot plus particulier, par exemple là, de pain, pour trouver un moyen mémotechnique. Ici, on a A, O, E. A, O, E. Donc on différencie bien le O du O. Et là, ici, on aura un et E. Pareil, certains ne font pas la différence entre le E et le E. Nous, on va essayer de bien la faire pour que ça rentre. Le métier de codeuse LPC, c'est aussi pour nous de transmettre le code, de transmettre les savoirs. Et donc là, dans le cadre de cet exercice, on présente aux débutants. Les débutants, c'est-à-dire les personnes qui n'ont jamais codé. Là, c'est vraiment un premier contact avec le code LPC. Donc le but de cet exercice, c'est de leur présenter toutes les configurations des doigts ainsi que les positions de la main. Donc par exemple, là dans cet atelier, on a déjà appris à faire meute-feu et peu de jeu, ainsi que les positions des voyelles. Alors le but du jeu pour eux, ça va être d'essayer de trouver un maximum de mots qu'ils vont être en mesure de coder avec ce qu'on leur a déjà donné. Alors, celui qui est assez facile, j'ai bien commencé par celui-là, c'est champignon. D'accord ? Parce qu'on a I en on ici. Donc c'est champignon. Okay ? Champignon. Pour l'instant, on va le faire sans les... Champignon. I en on, c'est bien ici. Liam, viens là. Viens mon fils. Liam. Ah ben là, quand il est dans le jeu, dès qu'on peut passer des journées avec des enfants qui sont appareillés et puis des parents qui sont confrontés aux mêmes problèmes que nous on a été confrontés, ben c'est important, ça nous permet d'échanger, ça nous permet d'apprendre, de comprendre, de relativiser aussi. Hein, il n'y a aucun souci à l'handicap de la surdité ou des problèmes entendants sur les enfants. Le fait qu'on ait des codeuses qui soient là pour nous aider à échanger avec notre enfant pour lui permettre d'acquérir le langage, c'est important. Donc voilà, c'est des journées qui sont pleines de bonheur pour nous, pour les enfants et puis pour les parents. Le fait de travailler aussi avec des tout petits comme Liam, c'est enrichissant pour nous parce que le but c'est vraiment de le faire rentrer dans la communication. Parfois on doit lui faire beaucoup de gestes. Vraiment le but premier c'est qu'il nous regarde. Comme disait son papa, c'est qu'il s'habitue à la présence de l'accompagnateur qui sera avec lui tout au long de sa scolarité. Donc parfois avec les petits on leur fait beaucoup de gestes comme ça, regarde-moi, coucou, voilà, beaucoup de gestes comme ça. On a un peu l'impression d'être un clown quand on va en crèche ou en maternelle. Mais en tout cas, c'est vraiment super enrichissant pour nous. Et quand on les voit essayer de coder, refaire la même chose, là, on se dit que... Voilà. Ou alors, voilà, des petits mots comme papy qui va pouvoir répéter. Ça, c'est vraiment enrichissant pour nous aussi. Ah, mon fils, c'est pas Quoi ? Quoi ? Tu entends ? Paul ? Paul ? Paul, écoute, tu entends ? Oui ? Le LPC, ça permet vraiment que Paul oralise en fait, que la langue des signes, c'est plus facile au début pour communiquer, mais comme nous on a fait le choix d'implanter notre enfant, ça favorise la communication, à vous prendre vraiment à dire sur les lèvres, la phonétique. Et voilà, c'est pour Paul oralise, le LPC, c'est très 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 important pour nous. Alors, le métier de codeur, ça consiste en plusieurs missions, principalement de transmettre le message oral du professeur en classe à l'enfant sourd. C'est également de reformuler et d'adapter le message aux besoins de l'enfant. Les codeuses sont là aussi pour retransmettre tout ce qui se passe dans la classe. Donc, bien évidemment, on doit même retransmettre à l'enfant les bêtises dites par les copains derrière ou tout ce qui se passe dans la classe, parce que c'est très important. On n'est pas non plus seulement là pour
pour transmettre le message de l'enseignant, il faut aussi que l'enfant se sente bien dans sa classe. On est là aussi pour l'aider, pour accompagner son inclusion et pour que l'enfant vive dans la classe. Il faut aussi qu'il sache ce qui se passe avec les copains derrière. Donc voilà, on pourquoi retransmet les tout enfants ça. rient. Souvent on nous demande pourquoi est-ce que telle personne a rigolé. Alors donc on explique tous les échanges, toutes les bêtises que les autres élèves peuvent se dire. Les petits mots qui sont échangés, le prof arrive, qu'est-ce qui s'est passé, on doit lui réexpliquer, enfin voilà, des choses comme ça. Quand mes parents ont su que j'étais sourde, ils ont choisi le LPC, ce qui m'a bien permis d'apprendre la langue française. Et en classe, d'avoir des codeuses qui me codaient ce que les professeurs me disaient. Et l'important qu'il faut souligner, comme je disais, c'est vraiment un métier. On n'apprend pas qu'une technique. On apprend un ensemble de choses qui feront dans cette formation qu'on sera un professionnel de la surdité, avec on va dire une option, une spécialité code LPC, avec une spécialité langue des signes. Et nous, c'est ce qui nous tient vraiment à cœur à l'association. C'est pas seulement de maîtriser la technique, parce que ça, avec quelques heures de travail, on peut tous maîtriser la technique. Mais c'est vraiment pas sur ça simplement à quoi il faut s'arrêter. Vraiment être un professionnel de la surdité, c'est vraiment, comme j'ai dit, quelqu'un qui sera capable de répondre à toutes les questions, de s'adapter justement au public, de pouvoir passer l'information, que ce soit aux familles, que ce soit aux enseignants, que ce soit aux institutions aussi. C'est ça être un professionnel de la surdité, faire passer le message en fonction du public que l'on a. Comme en plus on vient d'arriver sur le territoire il y a très peu de temps, il y a 2 mois maintenant, on peut dire qu'on est vraiment les oreilles des enfants sourds. Ouais, en tout cas, c'est très intéressant et très impressionnant. Hein. Tu as vu ça un petit peu hein. Il faut maîtriser le geste. Le geste et la technique. Puis le code, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors, est-ce que c'est facile ? Bah écoute, il faut maîtriser, hein, je veux dire, le code, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Et ça s'apprend, Élise. Ça s'apprend. C'est pour ça que justement, ils organisent en fait des découvertes tous les mois. Hein. Tout ça est organisé par l'association pour la surdité. Et puis selon Laurie, tu sais que l'on a vu dans le reportage, la codeuse, elle dit que c'est accessible à tous. Après, je pense que c'est comme tout, il faut avoir envie. Hein. Bon, je vais essayer d'apprendre. T'as envie ? Oui, j'ai envie d'apprendre. Combien de codeuses y a-t-il en Calédonie ? En fait, il n'y en a que 3. Si peu ? Ouais, parce que si tu veux, voilà, hein, cette démarche, elle est encore toute nouvelle. Voilà, donc il n'y a pas encore beaucoup de codeurs sur le territoire. Et je peux te dire qu'elles ont du travail. Par exemple, pour te donner quelques chiffres, les 3 codeuses, elles s'occupent déjà de 27 enfants, voilà, qui sont donc âgés de 2 à 15 ans. Et puis Laurie, justement, à elle seule, elle s'occupe de 8 enfants. Il y a donc un collégien, le petit de 2 ans là, qui est donc à la crèche, et puis 6 jeunes qui sont 6 enfants qui sont scolarisés en primaire. Et bien voilà, elle nous montre aussi que c'est pas parce qu'on est sourd ou sourde qu'on ne peut pas écrire ni lire, quoi. Exactement. Et c'est ce qu'elle dit justement, Laurie, c'est que voilà, avec cette méthode-là, on aide, si tu veux, vraiment la personne sourde ou malentendante, voilà, à réussir à long terme, hein, à écrire et puis à parler. Et puis développer ses autres sens. Alors si on est attiré justement par le métier de codeur, comment faire ? Alors il faut tout d'abord avoir un bon niveau en langue française, à l'oral et puis à l'écrit. Il faut aussi aimer travailler en équipe, Élise. Ensuite il faut avoir des bonnes facultés d'adaptation, hein, et puis après il faudra donc avoir une licence, hein, en fait dans le domaine du social, du paramédical ou de l'éducation, de l'enseignement, ou bien de l'aide à la personne. Et puis, à l'issue de cette licence-là, il faudra faire une année supplémentaire et donc s'inscrire en licence professionnelle. D'accord, il faut partir en métropole ? Oui, Élise, parce que cette formation, elle n'est pas dispensée sur le territoire. Et il y a donc que 2 universités, en fait, hein, qui proposent cette formation en métropole. Il y en a une qui se trouve du côté de Lyon. Il s'agit de l'université Claude Bernard. Et puis, il y a une autre université qui se trouve à Paris. Il s'agit donc de l'université Pierre et Marie Curie. Alors, y a-t-il une sélection pour intégrer ce cursus ? Eh bien,
La sélection se fait quand même sur dossier, pardon. Il y a également des tests à l'écrit, il y a également un entretien oral pour mesurer, si tu veux, la motivation. Et puis, il faut aussi avoir un projet professionnel. Et puis ensuite, au programme, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'heures pour réussir à maîtriser le code, parce qu'il faut réussir en fait à coder, si tu veux, à la vitesse de la radio. Je ne sais pas si tu imagines. D'accord. Voilà. Je pense pas que je vais essayer de... Me tente, parce que si tu as quelqu'un de sourd ou malentendant oui. dans ton entourage, tu pourras communiquer avec elle par ce biais-là. Je voulais préciser au niveau des programmes, Élise, qu'il y a dans des cours sur la surdité, il y a également des cours sur le développement de l'enfant, sur la découverte des appareillages, et puis bien évidemment des cours sur l'éducation et la pédagogie. Voilà, j'espère qu'on a intéressé plus d'un pour faire ce métier. Alors, comme c'est un nouveau métier, est-ce qu'il est reconnu ? Oui, figure-toi que ce métier, il est reconnu, Élise. En fait, depuis la loi du 11 février 2005 sur l'égalité justement des droits et des chances des personnes handicapées. Et puis, petite info utile pour peut-être nos chers téléspectateurs qui souhaitent embrasser la carrière de codeuse ou de codeur, si vous êtes un homme, il y a une fiche, figure-toi, tu sais, les fiches ROM. Oui. Voilà, qui détaille justement tout un tas d'infos. Donc, le numéro est le suivant, c'est la fiche ROM E1108. Voilà pour le petit numéro. Merci Marielle de nous avoir parlé de ce nouveau métier. Avec grand plaisir, Élise. Au revoir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Fin Bon. Alors, au menu aujourd'hui, un crustacé qu'on raffole ici, donc le crabe. Mais aujourd'hui, je vous propose donc un plat d'entrée, le crabe farci. Alors, pour 8 personnes, par exemple, il vous faut 8 pièces de crabe de palétuvier d'environ 400 grammes. Pour la farce, donc de la chapelure, du lait, un peu de rhum. Il ne faut pas en abuser, bien sûr. Et ensuite, quelques ingrédients selon votre choix. Donc, le crabe farci, c'est aujourd'hui sur NCTV. Bonjour. Ça va? Je sais pas si ça t'intéresse ça. Oui, mais des coriandres, ça m'intéresse. Je l'utilisais beaucoup, pas mal. Et le chouchin, comme ça, une pointe de persil chinois, de oignon vert. Ça. Ok. Tenez. Oh, mais... Même la loge. Ah, vous tout fait à la scène là. Ok, c'est très bien. C'est tout frais. Oui, c'est tout frais. Avec des crabes aussi. Mais Ça, prenez dans la bouffe. ça, c'est dans la bouffe. Non, vous avez des gros, ça. Avec Ça mon m'a- mari, nous, c'est ce qu'on fait. Ah ouais. On Vous le faites ça aussi? On le fait cuire, je fais farci. Et après, je mets dans la coquille, vous voyez. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est combien le fleur de tournesol? Là, c'est 200. Vous les cueillez chez vous alors? Oui. C'est cool. Bonjour tout le monde. Au retour de marché, avec les produits qu'on a trouvés aujourd'hui, les produits frais, je vous propose une recette, la pince de crabe farcie aux petits légumes de marché. Au revenant de marché, on a des patates douces. On va passer les patates douces et les crabes dans le vapeur. D'accord? On va les cuire. Si vous n'avez pas moyen chez vous à la maison, vous pouvez également cuire dans l'eau. Donc on va d'abord éplucher les patates douces. Et après, les patates douces, on va les couper en petits morceaux, petits cubes. Là, on a tout de suite placé dans le cuiseuse à vapeur. De ce niveau, on va cuire les crabes, on va passer tranquillement. 15 minutes de cuisson. En attendant, on va préparer notre petite salade. On a des citrons, radis, petites tomates, persil chinois et oignons verts. D'accord? On va composer les salades là-dessus. Des salades comme ça. On coupe en rondelles de citron. Ok. Et puis un brin de persil chinois, oignon vert, on va ciseler un peu. Le radis, on va prendre l'éplucheur, on va l'éplucher pour faire les fines lamelles. Ça donne les jolies couleurs, comme ça. Les graines de sésame, on se poudrer un peu.
Après, on va faire une sauce à salade à base de jus de citron et sel, poivre. Okay. C'est une salade du marché, on trouvait le produit au marché et puis on composait un petit salade. On peut le faire le dimanche après le marché, mais c'est les idées qu'on peut trouver. Les idées faisant le produit qu'on a, produit de saison, un produit local. On ramène du soleil dans les assiettes. Là, maintenant, on va attendre les crabes soient cuits avec la patate douce. Voilà, on va voir maintenant que le crabe c'est bien cuit. Voilà, il est bien cuit. On va le sortir. Attention, c'est chaud. On va sortir les crabes. Voilà, ok. Maintenant, on va s'occuper des crabes. On va enlever ça. Après, on sépare les pinces. Après, légèrement, on prend le dos de couteau, on écrase le... Voilà, regardez, comme ça, on va laisser les chairs bien sortir. Et puis pour paner, pour tremper dans la chapelure, on va les vider. On va piocher dans les chairs de crabe à l'intérieur et puis faire une farce. Ça, il faut l'aider d'un petit couteau très pointu, très fin, et avoir un peu de patience. Et puis on trie. On va trier, piocher tous les chairs à l'intérieur des crabes. Parce que sinon, on n'a pas grand-chose à manger dans les crabes. Okay, on va bien saisonner, c'est bon. Après, on va ajouter un filet de citron sur le pince de la chair de crabe, un peu de sel, un peu de poivre. Après, on va préparer un petit appareil. C'est avec l'eau et la farine, avec une texture assez épaisse. C'est le même système comme les crêpes, puis c'est épais. Et puis c'est pour tremper les pinces des crabes. On va essayer de remplir les pinces des crabes avec la chair qu'on avait récupérée. On colle comme ça, après on trempe. Et après on sort, on l'a trempé. On va prendre la chapelure, on va tout de suite coller dessus. C'est comme ça. Après on va laisser reposer un peu. On va passer dans la friteuse après. L'huile il est bien chaud. Et puis on va passer les pinces pour faire frire. Voilà. Okay. Voilà, quand le chapelure c'est bien coloré, bien doré, ça veut dire que bientôt c'est prêt. Il faut remuer tout doucement pour éviter pas le chapelure qui se détache du pince. Voilà, quand le pince a cette couleur-là, ça veut dire bientôt c'est cuit, c'est bien doré. Hein? Voilà, on peut sortir, celui-là il est prêt. On l'a sorti de friteuse. Sa friteuse. Maintenant le pince il est cuit, les salades est préparées. On va composer les assiettes maintenant. Hein? On va poser les pinces de crabe sur les salades. Voilà. Avec la sauce de citron, l'huile d'olive. On va mélanger, on va assaisonner la salade. Okay, c'est la touche finale. On va passer à la table tout de suite. Okay. Évidemment, mais le feuille de tournesol, c'est bien comestible. Si vous voulez, en même temps, ça peut décorer, en même temps, ça fait un petit salade.
Bonjour Camille, alors dans cet étillard, tu nous emmènes en 1864 à la rencontre des forçats. Bonjour Élise, bonjour à tous. Alors pourquoi aller jusqu'en 1864 ? Eh bien parce que c'est la date de l'arrivée des premiers bagnards en Nouvelle-Calédonie. Alors comment ça s'est fait ? Eh bien c'est une idée de l'empereur Napoléon III qui a décidé de faire de la Nouvelle-Calédonie une terre de bagne. Il voulait tout simplement prendre exemple sur l'Angleterre qui envoyait bien déjà des gens travailler les terres en Australie. Du coup, en 1853, eh bien, exactement, il donne l'ordre à plusieurs navires français de prendre possession de la Nouvelle-Calédonie et donc c'est l'amiral Fébrière d'Espointe qui débarque à Balade dans l'extrême nord de la Grande Terre. Voilà. Et donc, quelques années après, le 2 septembre 1863, un décret impérial déclare la Nouvelle-Calédonie une colonie pénitentiaire. Et le 9 mai 1864, le premier gouverneur, M. Guillain, qui est arrivé, lui, 2 ans plus tôt, accueille les 250 premiers bagnards transportés, les premiers transportés à Port-de-France, l'ancien nom de Nouméa. Alors, explique-nous qu'est-ce qu'on appelle les transportés. Alors, tu fais bien de le relever, Élise, parce qu'il y a effectivement plusieurs noms pour désigner les bagnards. Il y a d'abord le nom des les relégués. Donc, c'était quoi ? C'était des petits délinquants récidivistes qui étaient condamnés à rester à perpétuité dans les bagnes de Nouvelle-Calédonie. Il y a eu quelques années plus tard les déportés politiques. C'était des prisonniers de l'insurrection de la Commune de 1871 et aussi des Kanaks qui s'opposaient à la conquête de l'Algérie. Mais voilà, nous parlons aujourd'hui des transportés, c'était des délinquants ou des criminels. Et ces hommes, ils vont faire partie du premier convoi et ils vont être sélectionnés. Alors, comment et pourquoi ? Ils vont être sélectionnés par spécialité, parce qu'à arriver en Nouvelle-Calédonie, ils vont devoir construire leur propre bagne. Alors d'ailleurs, parle-nous un peu du voyage. C'était sur l'Iphigénie, c'est ça ? Exactement, l'Iphigénie, donc c'est le navire que vous voyez sur la photo. Une frégate de 53,92 mètres de long et 14 mètres 13 de large, pour être très très précise. Donc voilà, cette frégate a été construite donc à Toulon. Elle a été mise à l'eau et armée de 60 canons pour la première fois en 1824. En 1860, elle va être aménagée en bateau de transport et 3 ans plus tard, elle va subir encore des modifications pour pouvoir transporter les premiers bagnards jusqu'en Nouvelle-Calédonie en 1864. Alors, comment ça se passe à l'intérieur ? Eh bien, à l'intérieur, on ne peut pas dire que ce soit vraiment très gai parce que les bagnards, ils sont transportés pendant 4 mois, enfermés dans 2 compartiments de 20 mètres carrés, enfermés par des barreaux espacés de 10 cm. Je fais dans la précision aujourd'hui. Donc voilà, une vraie prison flottante située au pont inférieur. Alors, comme cette année, nous fêterons justement les 150 ans de l'arrivée de ce convoi. Exactement. Aujourd'hui, nous avons encore des traces en plus de l'arrivée de ces bagnards parce qu'une partie de la population calédonienne est issue de cette population pénale. Exactement. Rien que si on prend l'exemple du premier convoi, il y a 101 enfants qui sont issus, qui comptent pour père un des 250 hommes de ce convoi. Donc, aujourd'hui, je vous propose d'écouter un petit témoignage d'un de ses descendants et de revenir sur l'histoire de l'Iphigénie. Regardez, c'est un reportage signé Jamie Waymo. Ouvriers de la transportation, vous êtes envoyés en Nouvelle-Calédonie pour participer aux travaux importants à exécuter dans cette colonie. Je vous y attendais impatiemment comme des auxiliaires dévoués de cette œuvre et vous ne tromperez pas, je l'espère, la confiance que j'ai mise en vous. Kahai
Je suis intéressé à plus d'un titre dans la mesure où mon arrière-grand-père, Cristoforo Gastaldi, était sur ce premier convoi. Tout ce que je sais, c'est qu'il est arrivé ici avec 2 enfants. Il est arrivé de Draguignan, dans le Var de la métropole, où il avait été condamné pour avoir volé, attaqué un soir quelqu'un, volé son manteau. Ils étaient 3, ils ont pris 7 ans de bagne. Et donc il est arrivé ici en 1864. Sa femme, qui était à Cuneo, dans l'Italie du Nord, l'a rejoint 2 ans après. Et à partir de là, ils ont fait de nombreux enfants, qui ont fait souche notamment à Koumak, là où ils sont très connus. De toute façon, originaires tous de Bourail, puisque quelle que soit leur origine, les condamnés sortaient de Bourail à leur libération pour avoir des concessions. Et il a eu une grande famille, puisqu'en 89, quand j'ai fait la généalogie grâce à mon cousin, on était plus de 500 noms Gastaldi, sans compter les femmes qui avaient perdu leur nom en cours de route, quoi, hein. Oh, mais moi je suis fier parce que je ne fais pas partie de ceux qui ont cherché à évincer les punitions qu'ils ont subies à l'époque, hein. Moi j'ai toujours été fier de mes origines et je ne les ai pas découvertes tout de suite, je les ai découvertes en fait la totalité, la vérité, je l'ai su qu'en 1989 grâce à un de mes cousins qui était parti en métropole et qui a ramené en fait l'histoire de notre aïeul. Et la suite de tout ce que j'ai appris, en fait, ça vient de José Barbançon, Louis-José Barbançon, qui est un ami, et avec qui j'ai travaillé pour préparer sa thèse, notamment sur la liste de tous les condamnés du territoire. Et grâce à lui, j'ai découvert en fait que mon aïeul était parmi les premiers, le tout premier convoi en 1864. L'Iphigénie, c'est le navire qui transporte le premier convoi de condamnés en Nouvelle-Calédonie, qui arrive ici le 9 mai 1864, c'est-à-dire donc il y a 150 ans. L'Iphigénie fait partie de l'histoire de ce pays, parce que nous sommes dans une île, et nous sommes aussi dans un pays d'immigration. Et dans toutes les îles et dans tous les pays d'immigration, le premier convoi joue un rôle important pour la mémoire et pour l'identité. Si je prends un exemple aux États-Unis d'Amérique, par exemple, l'une des plus grandes fêtes, c'est le Thanksgiving Day, qui fête l'arrivée de Mayflower. Et ici, il y a une identification avec le premier convoi. La difficulté vient que, comme c'est un convoi de condamnés, évidemment, pendant très très longtemps, on n'a pas voulu se réclamer de ce premier convoi. Mais si je prends par exemple chez les Vietnamiens, eux, ils se réfèrent comme date pour fêter leur communauté l'arrivée du Chéribon en 1891, premier convoi de travailleurs vietnamiens. Les Indonésiens, l'arrivée du Saint-Louis. Les Japonais, l'arrivée du Hiroshima Maru. Donc il y a un rapport entre les peuples récemment immigrés et l'arrivée du premier convoi. Grâce à la prise de possession de ce territoire en septembre 1853, la Nouvelle-Calédonie devient officiellement un lieu de transportation pour les bagnards de la nation française. Alors, ils sont arrivés ici parce que la France a décidé, dès les années 1840, de mettre fin au bagne portuaire, qui était à l'époque Rochefort, Brest et Toulon, dans lesquels on envoyait les forçats travailler pour des travaux portuaires d'aménagement de port, mais de construction navale. Et donc, on a décidé de mettre fin à ces bagnes portuaires et d'envoyer les bagnards, les forçats, à l'époque on les appelait encore les forçats, au plus loin, d'abord en Guyane et puis après vers la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'en 1897, il y a eu 75 convois envoyés en Nouvelle-Calédonie pour un total de 30 000 bagnards, dont 1000 femmes.
Alors, il faut savoir que ce premier convoi, donc ils sont au départ 250, il y en a 2 qui meurent au cours du voyage, donc ils arrivent à 248. On les a sélectionnés pour leurs compétences, c'est-à-dire que l'objectif premier, c'était de construire le bagne. Il fallait que ces premiers bagnards soient maçons, plâtriers, qui sachent construire des roues de charrue, qui soient cordonniers, tailleurs. Donc voilà, on les a choisis pour mettre en place vraiment la base du centre pénitentiaire qu'on a voulu à Nouville, qui s'appelait à l'époque l'île Nou. Donc les premiers bagnards, quand ils arrivent le 9 mai, ils arrivent à Port-de-France, qui deviendra Nouméa par la suite. Ils restent une semaine à Port-de-France et ensuite on les envoie au mouillage à l'île Nou, devant l'actuelle université. Et là, jusqu'en septembre, ils vont rester à bord. Alors on va débarquer bien sûr le personnel administratif, la compagnie d'infanterie de marine. Et la plupart des bagnards vont revenir en fait régulièrement à bord pour dormir parce qu'il n'y a pas de logement. Il faut savoir qu'il n'y a rien quand ils arrivent. Et comme ça jusqu'en septembre, jusqu'à ce que les premières constructions soient en place. Et à partir de septembre, le 16 septembre, en fait, l'Iphigénie quitte le mouillage de l'île Nou, mais va rester ici en Nouvelle-Calédonie pendant 1 an. Bagno qui a donné bagne. Cause que les premiers zigues dans votre genre, on les enfermait dans les bains publics au Moyen-Âge. Ou quelque chose d'approchant. Donc au bout d'un an, en fait, l'Iphigénie repart avec des malades, plutôt de personnel administratif, des militaires. Il repart, il refait route vers Toulon. Et l'Iphigénie va revenir une deuxième fois avec un deuxième convoi. Alors ce ne sera pas le deuxième convoi de bagnards, ce sera le 3e, puisqu'entre-temps il y a eu la Sibylle qui a apporté aussi un convoi de bagnards. Et donc l'Iphigénie va revenir en 67 avec un 3e convoi de bagnards. Ensuite l'Iphigénie va retourner en métropole et puis va ensuite finir sa vie bien plus tard comme ponton et avant d'être démoli définitivement. Voilà donc pour le sort de l'Iphigénie. Mais les bagnards alors, ils vont construire leur centre pénitentiaire pendant combien de temps? Eh bien alors, on l'a vu dans le sujet, les premiers travaux vont être terminés le 16 septembre 1864 où l'Iphigénie va quitter la Nouvelle-Calédonie. Donc ils vont s'installer dans leur premier bâtiment pour y dormir. Et là, il va y avoir toute une série de bâtiments construits. Il va y avoir par exemple la maison du directeur, il va y avoir il va y avoir des châteaux d'eau, il va y avoir encore une chapelle construite en 1882, voilà, près de 30 ans après leur arrivée. D'accord, et il ne faut pas oublier qu'il y a eu donc 75 convois pour un total de 30 000 bagnards dont 1000 femmes. Donc il y a eu Valérie justement Vati, directrice du musée maritime, qui nous le précise bien dans le reportage. Mais explique-nous dans quelles circonstances les femmes sont arrivées. Eh bien les femmes vont arriver bien après. Pourquoi? Eh bien parce que les directeurs des colonies, la direction des colonies va s'apercevoir que on manque de femmes, il faut coloniser l'île, donc il va falloir faire appel à des femmes. Du coup, les autorités pénitentiaires vont faire le tour des prisons centrales de France pour trouver des volontaires. Et résultat, le premier convoi de transportés de femmes condamnées débarque de l'Isis le 23 janvier 1870. En 7 ans, il va y avoir 192 femmes qui vont arriver, mais c'est insuffisant pour la direction des colonies.
Le but, qui c'était doit aussi de peupler développer exactement sa colonie. Du coup, ils vont recruter beaucoup plus large. Ils ne vont pas seulement prendre des femmes qui sont condamnées à des travaux forcés pour infanticide. Ils vont aussi choisir des femmes qui sont condamnées à la réclusion ou encore pour des simples délits. Alors, elles vont être où, ces femmes? Eh bien, ces femmes vont être hébergées à Bourail, dans un couvent tenu par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Et elles vont être prisonnières, on peut dire ça comme ça, jusqu'à leur mariage. Et elles se marient avec qui alors? Avec justement les bagnards qui étaient arrivés avant elles? Elles se marient avec des libérés qui sont maintenant, après avoir passé leur bagne, leur temps de bagne, elles vont être titulaires de terre, donc elles vont se marier avec des libérés. Et bien sûr, tout ça se fait sous le regard bienveillant des religieuses. D'accord, alors tout ça se termine en quelle année, Camille? Eh bien, en 1897, parce que quelques années plus tôt, Jules Garnier va découvrir le nickel en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, les villes vont se développer et les colons vont subir, on peut dire, une forte concurrence de la part de la main-d'œuvre des bagnards. Du coup, le nouveau gouverneur Paul Feuillet va mettre un terme au bagne. Ben voilà, donc merci Camille pour toutes ces informations et sur l'histoire de l'Iphigénie. Merci Elise, à bientôt. Voilà, c'est sur cette histoire que finit cette émission. Merci de nous avoir suivis. Donc je vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne. Tata à tous.